Une anomalie, d'abord. 3 drones abattus, 6 minutes suffisent, et pourtant le Burkina Faso n'est censé être qu'un maillon faible dans l'architecture militaire régionale. Ce choc des proportions bouscule les manuels militaires et pousse à se demander pourquoi, cette fois, un pays sous-estimé a répondu avec une telle précision sous le commandement d'Ibrahim Traoré. Car derrière ce bref éclat nocturne se joue bien plus qu'un simple succès tactique. C'est un test brutal de souveraineté, observé en silence par ceux qui pensaient le ciel africain définitivement ouvert et disponible, docile. Ce récit promet d'aller plus loin qu'un simple épisode militaire, car ce qui s'est joué cette nuit-là dépasse largement la destruction de 3 drones et révèle un basculement stratégique rarement assumé par une nation considérée comme périphérique. Le véritable enjeu, à travers cette enquête longue, est de comprendre comment un pays aux moyens limités a réussi à transformer une menace invisible en une démonstration de contrôle aérien, et surtout ce que ce retournement signifie pour l'équilibre géopolitique régional. Une leçon de souveraineté en 10 mots. Maîtriser le ciel, c'est reprendre le pouvoir sur le récit national. Dans les minutes qui ont suivi l'impact, un signal têtu s'est imposé. Si une riposte aussi précise est possible dans un espace aérien réputé vulnérable, alors les certitudes qui sous-tendent la domination technologique doivent être reconsidérées. Et c'est précisément ce fil que nous allons suivre, car derrière l'apparente simplicité de l'opération se cache un système d'alerte, de décision rapide et de risques assumés qui redéfinit le rôle d'un État face à des intrusions jusque-là tolérées par fatalisme ou par fatigue. Les premiers recoupements ont révélé un détail que personne n'avait anticipé. Les signaux observés depuis des semaines formaient en réalité une trajectoire répétitive, et 3 zones stratégiques revenaient systématiquement dans les rapports. Cette convergence n'était pas une coïncidence, mais l'indice tangible d'une intrusion méthodique, patiemment construite. À partir de là, l'alerte changeait de nature. Le pays ne faisait plus face à des survols isolés, mais à une cartographie d'observation ciblée, et cette découverte a immédiatement renforcé la conviction d'Ibrahim Traoré que le Burkina Faso se trouvait devant un test de souveraineté plus large qu'on voulait bien l'admettre. Dans les jours précédant l'incident, le phénomène avait pourtant été minimisé. Le bourdonnement perçu dans les nuits sahéliennes semblait n'être qu'un écho perdu, trop faible pour susciter un débat sérieux au sein des cercles officiels. Sur le terrain, en revanche, les soldats notaient l'insistance inhabituelle des lumières, les micro-déviations de trajectoire et la précision croissante des survols. Les rapports se multipliaient, mais peu reconnaissaient leur cohérence. Cette dissonance entre le terrain et la capitale dessinait déjà un décalage stratégique profond. Ce n'était pas la première fois qu'un pays du Sahel faisait face à des incursions discrètes, mais l'ampleur de celles-ci surprenait. Les appareils contournaient les zones denses, privilégiaient les couloirs proches des ressources minières et réapparaissaient selon un schéma presque algorithmique. En les étudiant, l'équipe rapprochée de Traoré comprit que l'objectif n'était pas simplement la collecte d'images, mais l'évaluation des défenses les plus vulnérables. L'air silencieux du pays, longtemps ignoré, devenait le terrain d'une compétition invisible. La progression du bourdonnement, devenue plus régulière, installait une tension presque imperceptible mais constante. Les avant-postes savaient que chaque nuit rapprochait un peu plus les drones des nœuds essentiels et que le moindre retard dans la réaction laisserait s'installer un précédent dangereux. Ce qui paraissait un simple mystère atmosphérique devenait ainsi une question de dignité nationale, car on ne pouvait plus laisser un adversaire cartographier le pays comme s'il appartenait à un espace ouvert. La question n'était plus que sont ces signaux, mais jusqu'où iront-ils si personne n'intervient? Au moment où l'alerte commençait à prendre forme, un petit groupe d'opérateurs radars et de guetteurs de terrain devint la véritable colonne vertébrale de la riposte.
Leur rôle n'était pas spectaculaire, mais crucial. Ils avaient été les premiers à détecter les variations minuscules dans les signaux, celles que les systèmes automatisés jugeaient trop faibles pour être pertinentes. Ces hommes et femmes, dispersés entre les postes avancés et les stations d'écoute, ont formé la première ligne d'interprétation d'un phénomène que la hiérarchie n'osait pas encore qualifier de menace. Le premier microcas remonte à une nuit particulièrement calme. Un opérateur d'un avant-poste du Nord avait remarqué qu'un signal revenait toutes les 32 minutes, mais jamais à la même altitude. Sa note, brève, presque anodine, décrivait une lumière qui hésite. Ce détail, isolé, aurait pu être écarté comme une anomalie météorologique. Ce n'est que plus tard, lorsque d'autres postes rapportèrent des irrégularités similaires, que la pièce trouva sa place dans un puzzle beaucoup plus vaste. Le deuxième microcas provenait d'un technicien chargé d'un radar ancien, vétuste. En comparant les relevés de 2 nuits successives, il constata que les écarts d'intensité suivaient un motif répétitif, comme si l'objet cherchait volontairement à danser autour des zones d'ombre du système. Cette observation, partagée avec prudence, contribua à faire basculer la perception interne. Il ne s'agissait plus d'un simple bruit dans le ciel, mais d'une progression organisée. Ainsi, bien avant la confrontation ouverte, les premiers impacts étaient déjà visibles. Le doute se transformait en vigilance, la vigilance en méthode et la méthode en préparation. So what? Une défense efficace n'est toujours de l'attention aux détails que personne ne veut voir. Avant l'incident, le ciel n'offrait qu'un léger bourdonnement, perçu par quelques postes isolés. Après l'incident, tout s'est accéléré, les signaux se sont durcis, les trajectoires se sont resserrées et le pays a compris qu'il ne s'agissait plus d'un simple phénomène atmosphérique. Ce basculement marque le véritable déclencheur de la séquence qui allait mener au face-à-face nocturne. Le rythme s'est brisé en quelques heures, révélant la progression inexorable des appareils. Les équipes ont senti que le temps devenait une ressource rare. La phase qui s'est ouverte progressivement apparaît d'abord comme une série de petites fissures dans le silence. Les postes avancés transmettaient de plus en plus de rapports courts, signaux récurrents, altitudes fluctuantes, retours inattendus. Chaque nuit transformait la veille en course contre l'ombre. À la capitale, les avis restaient prudents, mais sur le terrain, l'impression d'une menace concrète s'installait. C'est dans ce climat de tension feutrée qu'Ibrahim Traoré demanda la consolidation de tous les relevés disponibles. Il ne s'agissait plus simplement de surveiller, il fallait assembler une chronologie. Les jours précédents, l'attaque montre cette montée lente, presque mécanique, où chaque anomalie s'ajoute à une autre sans que personne n'ose encore parler d'intrusion organisée. Puis vint l'approche des drones vers les couloirs stratégiques. Leur persistance ne pouvait plus être attribuée au hasard. Les opérateurs observaient des angles répétitifs, des retours programmés, des variations de vitesse trop cohérentes pour être naturelles. Les zones riches en ressources minières, les infrastructures sensibles et les routes militaires semblaient devenir des points de focalisation. Là se trouve le nœud déterminant du déroulement. Une menace diffuse se transforme en trajectoire calculée. Les soldats au sol commençaient à reconnaître les mêmes signatures sonores, comme si les appareils testaient les limites du pays, millimètre par millimètre. Là, le moment culminant de la séquence, le point de rupture, survient lorsque l'un des drones apparaît à une altitude plus basse que jamais, à l'heure la plus vulnérable, 3 heures du matin. Le signal était trop clair pour être ignoré. Les radars recalibrés repérèrent immédiatement sa présence. Dans le poste de commandement, l'atmosphère changea. Les officiers observaient la courbe du drone, identique à celle notée auparavant, mais beaucoup plus intrusive. Ibrahim Traoré donna alors l'ordre que tout le réseau passe en vigilance maximale. En quelques minutes,
des unités dispersées devinrent un seul organisme tendu vers un objectif unique, ne laisser aucune avancée se consolider. Lorsque le premier verrouillage fut confirmé, l'ordre d'engagement devint inévitable. Le missile partit, créant une rupture lumineuse dans le ciel. 6 minutes plus tard, 3 drones avaient disparu. Les répercussions immédiates qui ont suivi fut immédiat. Le silence qui suivit n'était pas un simple retour à la normalité. Les équipes comprenaient qu'elles venaient de franchir un seuil stratégique. Les relevés montraient désormais la réalité brute. La trajectoire finale des drones confirmait une intention de mapping offensif. Sur le terrain, les soldats sentaient le poids de ce renversement. Plusieurs postes signalèrent des modifications soudaines dans les signaux de fond, comme si l'absence des appareils détruits avait modifié la texture même du ciel. Cette phase de retombée s'accompagna d'un regain de lucidité. L'opération n'était pas seulement une réponse, mais la première preuve tangible que le pays pouvait imposer une limite. Ce moment ouvrit une nouvelle dynamique où l'invisible devenait enfin un espace défendable. Avant l'opération, les radars du Burkina Faso n'enregistraient qu'un niveau fragmenté d'activité, trop faible pour constituer une preuve exploitable. Après l'opération, ce même réseau affichait une lecture cohérente, révélant une structure d'intrusion beaucoup plus précise qu'on ne l'avait imaginé. Ce passage du flou au mesurable constitue la clé de l'analyse technique, car il montre comment une armée sous-équipée peut extraire du sens à partir d'indices minimalistes. Pour Ibrahim Traoré, cette bascule du presque rien vers le suffisamment clair fut l'élément décisif permettant de justifier une riposte calibrée. Le premier indicateur quantifiable concerne l'altitude d'interception du premier drone, 2000 mètres. Cette mesure montre que l'appareil évoluait dans une zone pensée comme un entre-deux, trop basse pour les trajectoires commerciales, trop haute pour les survols utilitaires. Cette altitude intermédiaire indiquait une manœuvre prudente de surveillance ciblée. L'analyse croisée des relevés radars et visuels confirme que l'appareil cherchait à échapper précisément aux zones où les systèmes burkinabés étaient réputés les moins performants. Ce comportement met en lumière l'existence d'un opérateur qui connaissait les faiblesses perçues du pays et testait patiemment leurs limites. Le second indicateur concerne la vitesse du premier appareil, 400 km par heure. Cette valeur, bien supérieure à celle des drones commerciaux, constitue un marqueur clair de technologie militaire. Cette vitesse élevée réduisait la fenêtre d'interception à seulement quelques secondes utiles. Les techniciens ont confirmé que cette allure n'est cohérente qu'avec des modèles conçus pour la reconnaissance rapide en terrain hostile. Cela signifie que l'objectif n'était pas de survoler discrètement des zones communes, mais de balayer méthodiquement un corridor stratégique avant de disparaître dans l'obscurité. L'accélération progressive observée sur les 5 dernières minutes de vol montre également que le pilotage cherchait à anticiper une réaction défensive. Le troisième indicateur décisif concerne l'altitude du second drone, 1500 mètres, beaucoup plus basse que celle du premier. Cette valeur n'était pas un hasard, mais une tentative d'exploiter les zones d'ombre connues du système radar recalibré. Cette altitude réduite visait à contourner une bande sensible notoirement difficile à surveiller. Les ingénieurs ont montré que cette manœuvre cherchait à tester une faille possible, comme si l'appareil voulait franchir un seuil sans provoquer d'alerte immédiate. La répétition de cette altitude dans plusieurs relevés précédents renforce l'idée d'un plan structuré, organisé sur plusieurs jours. À partir de ces 3 points, une logique globale se dessine. Les variations d'altitude, combinées aux vitesses élevées, montrent un comportement algorithmique plutôt qu'un pilotage manuel improvisé. L'absence de dispersion dans les trajectoires confirme une intention de récolte de données ciblées, concentrées sur quelques nœuds de haute importance stratégique. Les équipes au sol ont également remarqué que les signaux disparaissaient toujours dans les mêmes intervalles temporels,
comme si chaque appareil travaillait selon un cycle déterminé, identique et répétitif. Ce qui rend ce faisceau de preuves si frappant, ce n'est pas seulement leur précision, mais leur cohérence avec ces premiers soupçons de Traoré. Les données quantitatives ne racontent jamais toute l'histoire, mais elles ont permis à l'état-major de comprendre que l'intrusion n'était ni accidentelle ni opportuniste. Elle s'inscrivait dans un projet plus large, pensé pour tester la réactivité d'un pays dont on supposait la surveillance trop faible pour répondre. L'opération réussie montre que cette hypothèse s'est révélée fausse. Deux thèses dominent le débat sur la portée réelle de l'opération. La première, largement défendue par plusieurs analystes extérieurs, affirme que la réussite burkinabé n'est qu'un accident stratégique. Selon cette ligne, les drones abattus ne représenteraient pas le sommet de la technologie potentiellement déployée par une puissance étrangère. Ils soutiennent que, même si l'interception fut rapide et efficace, rien ne prouve que l'adversaire ait utilisé ses capacités maximales. Dans cette perspective, l'opération ne serait qu'un épisode isolé, sans valeur prédictive, et la structure de défense du pays resterait trop fragile pour affronter une offensive aérienne véritablement optimisée. La seconde thèse affirme l'inverse. L'opération ne doit pas être jugée en fonction de ce que l'adversaire aurait pu faire, mais en fonction de ce qui s'est réellement produit. Ce courant insiste sur le fait que les trajectoires des drones répétitives alignées sur des zones minières et militaires sensibles correspondent à une stratégie avancée de reconnaissance. La variation d'altitude entre 2000 et 1500 mètres observée dans les relevés n'est pas un comportement aléatoire, mais un acte délibéré visant à tester les faiblesses des radars recalibrés. De plus, la vitesse de 4 km/h d'un des appareils écarte la possibilité d'un drone amateur ou de faible niveau technologique. Pour ces observateurs, parler d'accident revient à ignorer les données. La synthèse solide, la véritable Stillman position, consiste à reconnaître que chaque thèse contient une part pertinente, mais que les faits disponibles orientent nettement la balance. Oui, il est plausible que des formes plus avancées de technologie existent et ne soient pas encore déployées. Mais il est également incontestable que les trois drones neutralisés suivaient un protocole élaboré, cohérent, exécuté selon une logique algorithmique qui ne laisse aucune place au hasard. Les données d'altitude et de vitesse montrent une intention claire: sonder les limites de la défense nationale et mesurer le temps de réaction burkinabé. Si l'opération avait été un simple cas fortuit, les trajectoires auraient été dispersées, les vitesses irrégulières et la récurrence des zones sur les ciblées absentes. Le débat, ainsi reformulé, se resserre autour d'une conclusion plus rationnelle. Ce n'est pas la puissance absolue de l'adversaire qui doit être évaluée, mais la capacité d'un État à détecter, analyser et répondre à une intrusion organisée. Sur ce point, l'opération démontre un niveau de cohérence rare, difficile à attribuer à la chance seule. Cette nuit-là, au moment précis où le troisième drone tentait une fuite erratique vers le sud, un détail que personne n'avait relevé auparavant est apparu dans les relevés agrégés. Les appareils ne suivaient pas même seulement des zones stratégiques, ils contournaient systématiquement les couloirs où les fréquences radar avaient été récemment réajustées. Cette coïncidence impossible suggérait une chose troublante. L'adversaire connaissait l'architecture technique du pays avant même d'y pénétrer. Pour Ibrahim Traoré, cette découverte changeait totalement la lecture des événements, car elle impliquait que l'opération ennemie n'était pas un simple test, mais une évaluation fine des capacités nationales. Cette révélation, à ce stade du récit, agit comme un point de pivot. Le pays ne répondait plus seulement à une menace matérielle, mais à une intrusion planifiée sur des segments précisés d'avance. Les ingénieurs sur le terrain comprirent qu'ils n'avaient pas affaire à des drones isolés, mais à une séquence calibrée pour mesurer la résilience d'un système en transition.
Ce moment marqua le passage d'une défense réactive à une défense consciente. Les équipes savaient enfin ce qu'elles affrontaient et pourquoi la vitesse de réaction importait autant. À partir de cette compréhension, la suite des événements allait se jouer sur un terrain beaucoup plus large que le ciel nocturne. Les répercussions de l'opération se sont propagées bien au-delà du ciel nocturne. Pour les À l'échelle nationale, la première conséquence fut une réorientation complète de la perception des menaces. Jusque-là, les incursions aériennes étaient traitées comme des anomalies périphériques, difficiles à confirmer et encore plus difficiles à contextualiser. Après la neutralisation des 3 drones, l'État comprit que la souveraineté aérienne n'était plus un luxe symbolique, mais un impératif politique. Les administrations avaient désormais l'obligation d'intégrer le ciel comme un espace stratégique à part entière. Cette prise de conscience fut accélérée par les analyses montrant que les trajectoires s'alignaient sur des zones économiques et militaires cruciales. À l'échelle institutionnelle, le pays entra dans une logique de vigilance permanente, convaincu que l'opération représentait moins une fin qu'un début. Dans le domaine de la défense, l'impact fut encore plus direct. Les forces armées, longtemps limitées par des infrastructures anciennes, virent dans la riposte une preuve tangible que l'amélioration des radars, même improvisés, pouvait produire des résultats disproportionnés. Les unités comprirent que leur coordination horizontale, un réseau reliant techniciens, opérateurs et soldats au sol, avait compensé le manque d'équipements modernes. Ce constat renforça la position d'Ibrahim Traoré au sein de l'appareil militaire, car il devenait évident que sa stratégie de recyclage technique et d'analyse patiente avait permis de déjouer une intrusion méthodique. L'armée révisa alors ses procédures, imposant une documentation systématique de chaque micro-anomalie, convaincu que les futures menaces viendraient précisément de ce qui semble infime. Sur le plan démographique, la transformation fut psychologique autant que sociale. Les populations, habituées à voir leur pays relégué dans la marche technologique, découvrirent qu'il était possible de contrecarrer une opération sophistiquée avec détermination et méthode. Les images de drones abattus devinrent rapidement un symbole de résistance nationale. Dans les villes, les discussions se focalisaient sur la capacité du pays à défendre ses ressources naturelles, tandis que dans les campagnes, l'idée que le Burkina Faso n'était plus une simple zone d'observation commença à prendre racine. Ce changement de perception offrait un capital collectif inédit, une confiance nouvelle dans la capacité de l'État à protéger ce qui semblait auparavant intouchable. Sur le plan régional ou des dynamiques géopolitiques régionales, l'opération força les pays voisins à réévaluer l'équilibre des forces dans le Sahel. Les analyses transfrontalières montrèrent que si un pays doté de ressources limitées pouvait détecter puis neutraliser en quelques minutes une séquence algorithmique de drones étrangers, alors certaines hypothèses militaires dominantes devaient être révisées. Plusieurs capitales régionales s'interrogèrent sur l'identité des commanditaires ainsi que sur le message implicite envoyé par la riposte burkinabé. Cette opération prouvait qu'un espace considéré comme ouvert pouvait être refermé si un État décidait d'investir dans son autonomie, aussi modeste soit-elle. Pour certains observateurs, l'action orchestrée sous la direction d'Ibrahim Traoré annonçait un tournant continental. Le Sahel ne serait plus seulement une zone d'expérimentation technologique, mais un laboratoire de résistance souveraine. Dans les mois qui suivront, 3 trajectoires distinctes se dessinent, chacune découlant directement des données techniques révélées par l'opération et de la manière dont les acteurs extérieurs interpréteront la riposte burkinabé. Le scénario de base repose sur une continuité prudente. Les puissances impliquées dans la surveillance pourraient réduire temporairement leurs incursions, préférant ajuster leur méthode plutôt que d'entrer dans une confrontation directe.
Dans cette configuration, les drones réapparaîtraient par cycle, mais avec des technologies légèrement modifiées, cherchant à combler les failles révélées par les interceptions précédentes. Le Burkina Faso, de son côté, renforcerait progressivement ses systèmes de détection en intégrant une routine de recalibrage régulier des radars, ce qui consoliderait une posture défensive plus mature sans provoquer d'escalade immédiate. Le scénario optimiste va plus loin. Les États de la région, impressionnés par la réactivité burkinabé, décideraient de coopérer davantage en matière de surveillance aérienne. Cela pourrait donner naissance à un réseau régional inédit où les informations seraient mutualisées pour détecter plus tôt les trajectoires suspectes. Dans ce cadre, les progrès nationaux pourraient inspirer une transformation plus large du Sahel et l'exemple burkinabé deviendrait un modèle d'adaptation low-tech mais efficace. Le gouvernement pourrait attirer des partenariats africains visant le développement d'une défense souveraine et l'interception réussie des drones servirait de point de départ à une diplomatie plus affirmée. Le scénario pessimiste, quant à lui, envisage une réaction inverse. Les commanditaires des drones, irrités par la perte de matériel et le signal politique envoyé, pourraient choisir des stratégies plus discrètes mais plus agressives. Au lieu de revenir avec des appareils identifiables, ils pourraient opter pour des plateformes plus petites, moins traçables, ou multiplier les pressions économiques et diplomatiques pour affaiblir la marge de manœuvre du pays. Dans cette hypothèse, l'opération deviendrait un point de tension durable et la souveraineté aérienne serait contestée par des moyens indirects. Face à ces trois chemins, une recommandation se dégage. Pensez en termes de résilience systémique, non de victoire ponctuelle. La stabilité de demain ne dépendra pas seulement de la capacité à détecter les prochaines incursions, mais à lire correctement ce que les trajectoires, les silences et les variations d'altitude diront sur les intentions de ceux qui observent. Pour comprendre pleinement ce que représente cette opération, il faut examiner son impact sur trois groupes distincts. Du côté des citoyens, les citoyens ordinaires. Pour eux, l'épisode des drones neutralisés a agi comme un électrochoc. Longtemps habitués à voir leur pays décrit en termes de fragilité, ils ont soudain découvert que même une nation aux moyens limités pouvait inverser un rapport de force. Cette prise de conscience a généré une forme nouvelle de confiance collective, où la souveraineté n'est plus perçue comme un concept abstrait, mais comme quelque chose qui se construit détail après détail, vigilance après vigilance. Du côté des jeunes et des professionnels techniques, les jeunes et les professionnels techniques, ceux qui travaillent dans l'ingénierie, la surveillance ou les télécommunications, ont vu dans cette opération une démonstration frappante. La technologie ne vaut que par la manière dont elle est utilisée. L'idée que des radars recalibrés, des opérateurs attentifs et quelques routines méthodiques puissent déjouer une séquence algorithmique étrangère a transformé leur manière d'appréhender leur propre savoir-faire. L'épisode a mis en lumière le potentiel d'un écosystème technologique local capable de produire de la valeur stratégique même sans équipement ultra moderne. Du côté des acteurs régionaux et panafricains, les acteurs régionaux et panafricains. Ils observent dans cet événement un précédent hautement symbolique. Le Sahel, souvent décrit comme un espace vulnérable soumis à des influences extérieures, découvre qu'il peut également être un espace d'initiative. L'opération rappelle que la souveraineté africaine ne se revendique pas seulement par des discours, mais par des actes mesurables, où chaque altitude, chaque vitesse et chaque trajectoire analysée devient une preuve d'autonomie. Ce changement de perspective nourrit l'ambition d'un continent qui cherche à contrôler ses propres routes aériennes, ses propres ressources et ses propres décisions. Dans ces trois dynamiques, une constante apparaît. La défense n'est pas seulement un acte militaire, mais un miroir de ce que chacun décide de protéger. Pour transformer cette victoire en stratégie durable,
une feuille de route claire doit émerger. Étape 1, consolider l'architecture de détection. L'armée, avec ses techniciens, doit standardiser le recalibrage des radars toutes les 2 semaines afin de maintenir un seuil de sensibilité constant. La mesure de réussite se fait par la réduction du nombre de signaux non classifiés enregistrés chaque mois. Ce protocole, inspiré des analyses initiées sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, permet d'éviter que les failles connues ne réapparaissent. Étape 2. Former un corps d'observation spécialisé. Les opérateurs des postes avancés doivent suivre un programme trimestriel dédié aux micro-anomalies. L'objectif n'est pas d'augmenter le matériel, mais la finesse d'interprétation. Le succès se mesure au pourcentage d'alertes précoces correctement validées, avec un seuil cible de 70%. Cette approche renforce une logique de vigilance distribuée, cœur de la riposte réussie. Étape 3. Intégrer un réseau civil-militaire. Aux zones rurales, souvent les premières à percevoir les signaux atmosphériques anormaux, devraient être reliées à une plateforme nationale capable de vérifier et croiser les observations. Le critère de performance est le délai de transmission d'une anomalie qui doit passer sous les 10 minutes. Cette intégration permet d'élargir le périmètre d'écoute sans multiplier les infrastructures coûteuses. Étape 4. Développer un protocole régional minimaliste. Sans attendre des alliances lourdes, le Burkina Faso peut proposer aux pays voisins un partage mensuel des trajectoires suspectes. L'efficacité se mesure au nombre de corrélations détectées d'un territoire à l'autre. Cette méthode réduit les angles morts et renforce une dissuasion collective. Étape 5. Installer une cellule d'analyse prédictive. En centralisant données, altitude, vitesse et fréquence, cette cellule pourrait anticiper les cycles d'intrusion. La réussite serait définie par la capacité à produire au moins une projection valide par trimestre. À travers ces 5 étapes, le pays transforme une riposte ponctuelle en stratégie continue, alignée sur une vision de souveraineté assumée. Lorsque les premières anomalies avaient été notées, cette lumière qui hésite, observée par un opérateur nocturne, est décrite comme un détail insignifiant. Personne n'imaginait que ce minuscule signal deviendrait le fil conducteur d'une riposte nationale. Et pourtant, c'est à partir de cette simple hésitation lumineuse que l'histoire a basculé. Aujourd'hui encore, ce motif revient comme un rappel discret. Dans chaque détail ignoré peut se cacher une bataille décisive. Ibrahim Traoré l'avait compris avant les autres, en prenant au sérieux ce qui semblait trop faible pour être vu, trop fragile pour être écouté. Le pays, lui aussi, a appris à lire différemment ces signaux ténus. Cette victoire, si brève qu'elle tient en 6 minutes, n'est pas seulement une affirmation militaire, mais une manière nouvelle de percevoir son propre ciel. La lumière hésitante n'appartient plus aux intrus. Elle appartient à ceux qui ont décidé de la suivre jusqu'au bout. Dans ce contre-jour discret, le Burkina Faso a redécouvert sa capacité à se dresser, non par grandeur matérielle, mais par attention, patience et détermination. Et derrière ce silence désormais maîtrisé, une vérité s'impose. Parfois, il suffit de regarder là où personne ne regarde pour reprendre tout un territoire intérieur. L'histoire de cette nuit n'est pas seulement celle d'une riposte réussie, mais celle d'un pays qui décide de ne plus laisser son ciel, ni son récit, entre les mains d'autres acteurs. Elle rappelle que la souveraineté ne se gagne pas par des déclarations, mais par des gestes répétés, parfois minuscules, parfois spectaculaires, toujours guidés par une volonté de protection. Chacun, à son échelle, peut apprendre de cette leçon. Être attentif, lire les signes faibles, ne pas détourner le regard quand quelque chose semble incohérent. Les nations comme les individus avancent ainsi par cercles successifs d'attention et d'action.
Alors, avant de quitter cette histoire, une question demeure simple mais essentielle. Que sommes-nous prêts à défendre vraiment lorsque le silence se rompt et que les contours de nos propres limites deviennent visibles? Si cette réflexion résonne avec ce que vous vivez, partagez votre point de vue et poursuivez cette vigilance intérieure qui construit les souverainetés les plus durables.